Quand j'étais gamin, je voulais pas être volcanologue, je voulais être pompier. Je me rappelle la première soirée que je suis arrivé à traduire un jeu, un blague en italien, de l'italien en anglais. Et le monde qui rigolait, je me suis dit, ok, bon, c'est compliqué, tu sais bien, là, c'est dur de changer d'environnement. Quand je suis parti de l'Italie, c'était essentiellement la première fois que je sortais de l'Italie. Les collègues sédimentologues ne seront pas contents, mais tous les roches, ils commencent comme des roches, comme du magma. Est-ce que tu as peur que dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans, l'IA soit en mesure de faire quelque chose que le géologue fait déjà? La prédiction des éruptions, c'est pas possible. Si on définit la prédiction, ça veut dire que moi, je te peux dire l'heure exacte, l'endroit exact d'une éruption. Ça, on peut pas le faire, mais je pense qu'on ne serait jamais capable de le faire. Salut et bienvenue dans ce format de WeRock. Nous recevons pour vous des spécialistes de notre planète pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vérité sur leur métier. Merci de regarder cette vidéo et merci surtout de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant cette vidéo. Cet épisode est disponible aussi en podcast audio sur toutes les plateformes d'écoute. Bonne vidéo. Luca Caricchi, bonjour et bienvenue dans WeRock. Bonjour. Tu es professeur de volcanologie et de pétrologie à l'Université de Genève et occupe la tête du département des sciences de la Terre et de l'environnement. Non, la présidente de la section des sciences de la Terre et de l'environnement. Waouh, ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Wow. Félicitations par ailleurs. Ouais. Tu fais partie de cette large gamme des spécialistes polyvalents des géosciences qu'on ne peut pas qualifier avec un seul mot. Tu as écrit sur ton profil LinkedIn « Je ne suis pas seulement intéressé, mais fasciné par les volcans. Et j'utilise cette passion pour enseigner à nos étudiants et m'engager dans des activités de vulgarisation à différents niveaux. Je trouve extrêmement gratifiant de communiquer la science au grand public et aux futures générations de scientifiques. » Cette phrase, je la trouve tellement belle parce qu'elle rentre vraiment dans la philosophie de WeRock, qui est de vulgariser les géosciences, les sciences de la Terre en général, au grand public. Luca Caricchi, comment est-ce que tu te définirais exactement en tant que géoscientifique? Oui, je suis géologue. Après, je suis très intéressé par les volcans parce que c'est une chose qui me fascine depuis longtemps. Et pour moi, c'est la chose qui est pour moi fascinante de la géologie, c'est, comme tu sais bien, maintenant, quand tu te balades sur les montagnes, tu n'arrives plus simplement à apprécier la beauté des montagnes. Ouais. Tu regardes toujours par terre les cailloux parce qu'on apprend comment lire les roches. Et une fois qu'on apprend cette langue, je trouve ça devient incroyable parce qu'on peut raconter des histoires sur chaque roche qu'on trouve. Sur chaque roche, exactement. Et toi, ton parcours, il a commencé à Pérouse, au centre de l'Italie, où tu as fait ton master et ton bachelor à l'université de Pérouse. Comment est-ce que ça se fait qu'une région où on n'a pas du tout de volcan, au centre de l'Italie, on choisit de devenir volcanologue ou même de choisir de faire des géosciences? Alors, il y a des volcans qui sont sont actifs, oui. Mais ils n'ont pas fait des éruptions depuis longtemps. Oui. Mais quand j'étais gamin, je ne voulais pas être volcanologue, je voulais être pompier. Je voulais faire ça. Oui. Après, comme j'avançais, j'avais envie d'être dans la nature, oui. De faire quelque chose de scientifique. Oui. Et j'ai combiné les deux. J'ai commencé à lire c'est quoi la géologie, qu'est-ce qu'on fait. En plus, je l'ai eu à l'école. À l'école, on a fait, la dernière année, c'était un géologue qui me faisait un cours de physique du globe. Oui. Et je me dis, mais ça, peut-être, je vais essayer. Et du premier jour, c'était l'amour. Donc, tu termines ton master et tu fais un saut de l'Italie à l'ETHZ. Oui. De Zurich. Alors, c'était bien parce que quand je faisais mon master, j'ai fait un programme Erasmus. J'ai fait 6 mois de master à Zurich. Oui. Et pendant ces 6 mois, les profs que j'ai travaillé avec m'ont offert une thèse. OK. Et alors, je me suis dit, allez, OK, on part. Donc là, on parle d'une opportunité qui t'a amené à Zurich. Ouais. OK, ce n'était pas un choix délibéré. Non, j'ai discuté où partir en Erasmus. Ouais. Et les profs qui me conseillaient, ils m'ont dit, mais tu sais, on a une connexion avec l'ETH à Zurich. Ouais. Et j'ai dit, ouais. OK, ça c'est une très bonne école. Je dis, pourquoi pas? Et personne ne voulait aller. Ouais. Je dis, bon, OK, moi j'essaye. Et d'ailleurs, quel était le sujet justement de cette thèse? Parce qu'en Suisse non plus, il n'y a pas de volcan. Alors, la thèse, c'était sur les propriétés physiques du magma. OK. Et... non, pardon, ma thèse de master, c'était sur des roches en Éthiopie. Oui.
Et on faisait de la pétrologie expérimentale pour comprendre où les magmas sont stockés, comment ils se forment, comment ils évoluent et changent composition. Ça, c'était ma thèse de master. Après, dans le doctorat, j'ai étudié les propriétés physiques du magma. En Suisse, oui, c'est vrai, on n'a pas de volcans actifs. Par contre, on fait beaucoup de volcanologie. On l'a fait à Genève, on fait la pétrologie à Lausanne aussi, à l'UNIL, et à l'ETH à Zurich. Ok, c'est très intéressant. Et on précise aussi que l'ETH de Zurich fait partie des meilleures universités au monde où on fait de la géologie. C'est le premier département des sciences de la Terre au monde. Ouais. Bon, ça, félicitations. Et ensuite, tu as fait des postdocs à Orléans et à Bristol. Comment est-ce que c'était? Alors là, c'était un peu la chance. Quand j'ai fini mon doctorat, tout se passait très bien. Par contre, je me suis rendu trop tard que je devais faire quelque chose. Je voulais continuer. J'ai postulé pour un projet que je n'ai pas eu. Alors, les taux de succès pour ce projet, c'était 80%. Et moi, j'étais entre les 20% qui ne l'ont pas eu. Ça, c'est pour tout le monde qui... C'est comme ça, dans la vie, dans la science, il faut continuer. Bien sûr. Se motiver. Oui. Mais quelle a été ta motivation? Parce que quand tu as terminé à Bristol, donc en Angleterre, de revenir en Suisse et surtout à Genève, à l'Université de Genève. Alors, plusieurs choses. Quand j'étais à Zurich, j'ai fait connaissance de ma femme, qui est aussi volcanologue. Non, c'est pas vrai. Oui, ça c'est un attracteur très fort pour la Suisse, mais en plus, la qualité, ici en Suisse, on peut faire la science, on est bien supporté à niveau financier pour faire nos recherches. Et essentiellement, c'était un peu la chance encore une fois parce que mon prédécesseur est parti à la retraite. J'ai vu les postes qu'il ouvrait. C'était un poste de quoi à un prof assistant. Ok. Tenure track, ça veut dire tu es 3 à 6 ans pour démontrer que tu es un bon prof. Et si c'est le cas, l'université elle te tient. Et à même moment, on a postulé aussi à Singapour. Et ma femme, il avait un poste à Singapour. Moi, j'ai eu l'offre aussi pour Singapour. Et essentiellement, on avait le choix. Et moi, je me suis dit, mais la Suisse, quand même, ma femme est de Zurich. Elle s'est dit, oui, OK, on va en Suisse. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Genève. Donc, tu arrives à l'Université de Genève en tant que professeur qui doit montrer ses preuves. Comment est-ce que de 2012 jusqu'à aujourd'hui, tu arrives à la tête, à la présidence du département des sciences de la Terre et de l'environnement? Alors, je pense que la chose fondamentale, c'était que j'ai trouvé vraiment des collègues qui m'ont supporté d'un point de vue aussi humain. D'un point de vue scientifique, j'ai eu du support du Fonds national suisse. J'ai pris un projet européen. Et j'ai trouvé vraiment une atmosphère qui c'était relaxée, mais super compétitive, où il y avait des gens très motivés à faire l'éducation et la science. Je me suis trouvé très bien, les choses se sont bien passées. J'ai eu plusieurs étudiants qui ont fait des belles thèses. Et j'ai passé ma tenure track. J'ai devenu prof associé en 2017. Après, j'étais promu prof ordinaire en 2021. Et je suis président de la section depuis une année et demie. Avant, j'étais directeur du département, comme tu disais. Non, je suis très bien à Genève. J'ai aucune intention de partir. C'est une très belle université. On a un bel département avec des gens enthousiastes d'enseigner. J'espère que tu t'es rendu compte quand tu fais bien sûr. L'enthousiasme dans l'enseignement. Oui. Mais moi, je me pose la question parce que là, tu as plusieurs casquettes. Tu as la casquette de directeur, non, de président, on corrige, de professeur et de chercheur. Comment est-ce qu'on arrive à se retrouver? Comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses? Quand est-ce que tu te dis, ah là, je suis directeur, là, je suis chercheur et là, je suis professeur? Il se mélange un peu tout. Tu dois avoir la capacité de passer d'une discussion sur les exoplanètes à une discussion sur les volcans, à une discussion sur l'administration, à une discussion... Je pense que c'est partie de notre répertoire. Tu apprends avec le temps. Et à niveau scientifique, j'essaie de garder un projet à moi. Chaque année, j'essaie d'écrire un article moi-même, comme premier auteur. Mais il faut avoir la capacité de donner
des débuts d'idées aux étudiants. Oui. Après, ce sont les étudiants qui développent l'idée. Oui. Tu dois te rendre compte que tu n'as plus la possibilité de développer ces idées. Oui. Et la chose que pour moi, maintenant, c'est très satisfaisant, ce n'est pas de compléter la recherche moi-même, Oui. c'est de voir les étudiants qui ont un input très petit, ils arrivent à développer des trucs que je ne serais jamais arrivé à développer toute seule. Sûr. Mais tu joues aussi ce rôle d'accompagnateur. Oui, de supervision, que c'est partie importante de notre travail. Oui. Mais c'est vraiment, ça c'est une partie très satisfaisante. C'est un peu comme faire l'outreach, communiquer nos passions. La vulgarisation, oui. Ouais. C'est très important. Et est-ce que tu as t'as un choix? Bon, on va pas dire choix, mais est-ce que tu préfères être chercheur, aller sur le terrain, professeur, enseigner en classe, donner justement cet amour que tu as, la fascination que tu as à tes étudiants, ou être dans ton bureau de président? Non, alors, l'enseignement, la recherche, la gestion du groupe, la supervision, ça c'est partie de notre travail, j'aime tout. Ouais. Ça c'est une partie super importante et je ne voudrais pas choisir entre ça. Oui. Pour moi c'est important, si tu es un prof à l'université, il faut faire l'enseignement, il faut faire la recherche, il faut aller sur le terrain avec les étudiants, il faut superviser. Et il faut faire aussi l'administration. C'est clair, ce n'était pas mon rêve de faire ça, mais il faut le faire. Et c'est très important parce que ça va impacter sur l'évolution de notre département, de notre section. Les choix qu'on fait, la stratégie qu'on fait tous ensemble avec les collègues. Moi, je suis le président, mais ça ne veut pas dire que je prends des décisions moi-même. On discute tous ensemble. Et ça, c'est une partie aussi appréciable du travail, de voir comme dans un environnement collégial, on arrive à prendre des décisions qui ont un impact positif sur la qualité de notre enseignement, de notre recherche. Voilà, c'est tout bon. Moi, je prends tout. C'est cool. Mais avant de parler justement de sujets sur lesquels tu travailles toi-même, c'est-à-dire magma, volcan, etc., j'aimerais savoir, parce que tu viens d'Italie, tu es allé à Zurich, ensuite en Angleterre, et ensuite... Avant à Orléans et après en Angleterre. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? D'abord, la barrière linguistique. Je pense que ça a été franchi. Aujourd'hui, tu parles 4 langues, si je ne me trompe pas. C'est anglais. Anglais, français, espagnol. Espagnol, oui. Quand j'ai appris le français, par contre, c'était très dur. Ouais. J'arrivais plus. Ça sortit le français. Je pense que c'est un problème de connexion dans le cerveau. Maintenant, peut-être je peux essayer. Ça devrait venir parce que c'est très proche de l'italien. Ouais. Et est-ce que tu parles un peu de suisse-allemand parce que... Alors, je les comprends parce que ma femme est de Zurich. Mes enfants, ils parlent suisse-allemand aussi. Je dois essayer de les comprendre. Bien sûr. Alors, je les comprends. Mais parler, c'est plus difficile. Je dois faire l'exercice. Mais alors... Les difficultés, tu disais... les difficultés, tout au début, c'est compliqué. Tu sais bien, c'est dur de changer d'environnement. Quand je suis parti de l'Italie, c'était essentiellement la première fois que je sortais de l'Italie. Je parlais presque rien d'anglais. Mon superviseur, il parlait aussi italien. Par contre, je lui dis, non, mais tu me parles qu'en anglais. Bien sûr. Et ça, je me le rappellerai pour toute ma vie. La première chose, tu sais, on fait des jeux, non, des fois. Mais l'impossibilité, quand tu parles une langue très mal, tu n'arrives pas à faire des blagues dans notre langue. C'est frustrant. Frustrant. Et là, moi, j'ai passé des mois. Et je me rappelle la première soirée que je suis arrivé à traduire un jeu, un blague en italien, de l'italien en anglais. Et le monde qui rigolait, je me suis dit, OK, bon, ça fait. Non, les difficultés, moi, je me suis trouvé bien partout. C'est cool. La Suisse, c'est particulièrement... maintenant, je suis suisse aussi. J'aime être en Suisse. C'est un environnement exceptionnel. Mais en France, c'était bien. En Angleterre, on était bien. On avait des amis. On a des connaissances maintenant par tout le monde. Oui, dans le monde. À Zurich, je me rappelle, on était 100 étudiants de doctorat. Wow. Et il y avait des Suisses, mais il y avait des Taïwanais, Vietnamiens, Africains. Je me rappelle, on avait des collègues de la Tunisie, Nigeria, on avait les Américains, les Australiens.
On venait de tout le monde. Ouais. Et avec ces gens, on a un lien que ça continue aujourd'hui. Alors tout... Mais c'est ce qui est bien aussi avec la géologie, parce qu'elle réunit tout le monde, Ouais. toutes les nationalités, et on partage justement ces idées, ces Ouais. passions qu'on a Ouais. dans différents domaines, parce que ça ne se résume pas qu'à la volcanologie. Non, non. Aujourd'hui, la plupart du temps, on a cette habitude d'aller sur ChatGPT, lui demander ce qu'on veut, Mhm. et tout le monde peut savoir ce que c'est à peu près un magma. Mhm. Mais toi, dans l'œil d'un spécialiste du magma, comment est-ce que tu définirais un magma? Alors, la définition du magma, c'est un mélange d'un liquide silicaté, ça veut dire c'est une roche fondue. Oui. Cette roche fondue, elle peut contenir des minéraux, il y a des bulles remplies de gaz, Oui. qui c'est dissous dans le magma originairement. Alors, ça, c'est la définition. Après, du magma, si vous voulez, maintenant, mes collègues sédimentologues ne seront pas contents, mais tous les roches, ils commencent comme des roches, comme du magma. Ok. Les C'est-à-dire, premières roches sur la Terre, Mhm. c'était du basalte. Oui. Après, on a fait des roches comme celui-là sur la table. Ça, c'est un granit. Celui-là, Mhm. ça vient si on fait changer la composition chimique du magma pendant la cristallisation. Ça, Ouais. ça représente la composition de nos continents. Oui. Et alors, un magma, c'est tout. Il contient des ressources. Mhm. Les cuivres Oui. qu'on a besoin aujourd'hui pour faire la transition énergétique, ça vient du Justement, on va magma. en parler parce que tu parles dans un des articles, tu dis que les plus gros gisements de cuivre sont en fait le résultat de volcans qui n'ont pas érupté ou d'éruptions ratées. Alors, comment est-ce qu'on arrive à déterminer cela? Comment est-ce qu'on arrive à savoir que c'est l'échec de l'éruption d'un volcan qui produit des gisements de cuivre? Alors, on a plusieurs évidences. Ça, c'est du travail qu'on a fait avec mon collègue Massimo Chiaradia, ici dans le département. La première chose, c'est qu'on a des éruptions qui sont passées, des éruptions géantes qui forment des calderas, et on voit des fois des gisements à côté de la caldeira. Ouais. Creed, c'est un grand caldeira aux États-Unis. Mhm. On voit exactement ça. Il y a eu une éruption très grande. Par la côté, il y a un bel gisement d'argent. Ouais. Et alors, les calculs qu'on a fait avec Massimo, avec l'évidence, on a pris beaucoup de données à niveau global. La chose qu'on voit, c'est que pour faire un gisement de cuivre, il faut beaucoup de magma. Mhm. Parce que le contenu de cuivre dans les roches est très très faible. Ouais. On parle des dizaines de ppm, Mhm. parts per millions. Ça veut Partie dire par million. parties par million, ça veut dire des concentrations très faibles. Très faible. Alors on doit prendre beaucoup de magma, les mettre à basse profondeur, Oui. comme ça que les fluides qu'il y a dans le magma sortent, Oui. et ils se concentrent dans un endroit spécifique, ils font précipiter du cuivre, Mhm. et là on fait un gisement. Le problème, c'est que pour faire une éruption très grande, aussi, il faut beaucoup de magma. Exact. Alors, si on change un peu les taux à lesquels le magma il arrive, ou le contenu en eau, Mhm. on fait ou un gisement de cuivre très large, Oui. ou une super éruption. Ouais. Clairement, si on fait une super éruption, aussi s'il y avait un gisement de cuivre, il est détruit par cette explosion géante. Mhm. Et les paramètres qui contrôlent cette différence sont très difficiles. Imaginez que vous avez un ordinateur avec beaucoup de choses ajustées. Donc, il y a énormément de paramètres qu'on ne peut pas contrôler tout. Contrôler. Et par contre, ça contrôle la probabilité de trouver ces grands gisements. Oui. Alors, dans le monde, des grands gisements, on a très peu. Oui. On a très peu d'éruptions géantes, que c'est bien pour nous. Oui. Et c'est simplement les changements. Un petit changement, il peut faire une très grande différence. Et justement, ça nous amène à ce que tu utilises comme outil, le machine learning. Mm-hmm. Donc, un outil, on va dire, une sorte d'intelligence qui te permet de, en guillemets, prédire les éruptions. Alors, la prédiction des éruptions, c'est pas possible. Si on définit la prédiction, ça veut dire que moi, je te peux dire l'heure exacte, l'endroit exact d'une éruption. Ça, on peut pas le faire et je pense qu'on ne serait jamais capable de le faire. Oui. Par contre, les travaux qu'on fait, c'est à dire, par exemple, aujourd'hui, on travaille au Champ Flégréan, à Naples. C'est un volcan actif, beaucoup d'activités. Il y a eu un sisme ce matin à 5h53 avec une magnitude de 4,4 à 3 km de profondeur. Il y a eu des gens qui sont sortis de la maison. Oui. C'est bien, apparemment, il n'y a pas de dommages. Là, la chose qu'on fait dans notre groupe, c'est de dire
de faire des scénarios. Mhm. Pour ce volcan-là, on utilise toute l'histoire de ce volcan pour dire quelle c'est l'évolution plus probable de cette crise. Ouais. Mais on ne peut pas dire le volcan il va érupter demain ou dans 10 ans. Ouais. Aussi, chaque volcan est particulier. Tous les volcans ne sont pas les mêmes. On est d'accord. Sinon, je n'aurais pas de travail. Mais... oui, non, sont très particuliers. Les situations changent. Par contre, en partie des études qu'on fait, c'est des études comparatives. C'est un peu comme pour les humains, non? Comment ça s'appelle? Comparatif. On fait de la comparaison entre les animaux et les personnes. Ici, on compare des différents volcans, surtout pour essayer de sortir quels sont les caractères communs de ces volcans. Surtout parce qu'on a des volcans qui sont très bien étudiés, comme le Chanfleury, l'Etna en Italie, par exemple, Stromboli. Oui. Et il y a des autres volcans qu'il n'y a rien qui est mesuré, mais sont actifs. Et il y a beaucoup de gens qui vivent autour des volcans. On a 1 milliard de personnes qui vivent dans 100 km de volcans. Si on comprend comment ça fonctionne, les Chanfleury, on peut transférer cette information des autres volcans qui ne sont pas monitorés. Et ça, c'est très important au niveau des hazard management. La gestion des risques et des dangers. Parce que moi, je me suis posé la question, quand même, ça fait depuis toujours qu'on connaît les volcans, leur existence. La volcanologie moderne a commencé à se développer autour du 18e et du 19e siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on n'est pas vraiment en mesure de prédire avec plus de certitude ou peut-être avec une longueur d'avance quand est-ce qu'une éruption peut se passer et de préserver justement les populations qui sont autour de ces zones volcaniques. Alors, maintenant, aujourd'hui, la combinaison des études qu'on a fait sur l'histoire des différents types d'éruptions, plus tous les paramètres qu'on mesure à niveau monitoring, les sismes, les émissions gazeuses, il nous permet de dire si un système est critique, dans une situation critique. Ça veut dire un volcan il peut rentrer en éruption. On a des histoires de grands succès comme Pinatubo en 1991 où 26 000 personnes ont été évacuées, mais les conditions ont été presque idéales. Je parlais avec Chris Newhall, qui était impliqué, un géologue, un volcanologue très fameux, qui était là pendant la crise. Il a dit que c'était la crise parfaite parce que le volcan il a augmenté son activité pendant 3 mois. Les gens ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui passait, ils sont arrivés à évacuer. Le problème fondamental, c'est que comme on ne peut pas prédire les moments, on sait qu'on pourrait avoir une éruption. Si tu fais une évacuation trop tôt et ça ne passe rien, il n'y a rien qui empêche les gens de retourner. Parce qu'ils te disent, mais ça ne passe rien. Exact. Et ça, c'est la partie très compliquée de notre travail. Ce n'est pas directement ma spécialité, ça, c'est plutôt la spécialité de Costanza Bonadonna dans le groupe de Geological qu'on invite d'ailleurs si cool. Moi on lance l'invitation. Elle est doyenne de la faculté des sciences. Bien sûr, ce serait un honneur de recevoir la doyenne de la faculté des sciences. Je pense. Tu peux essayer. Je suis sûr qu'elle est très ouverte. Je vais essayer. Et parmi toutes ces, alors pas parmi, tu as fait beaucoup de recherches justement sur les volcans, les magmas dans la croûte, et ça t'a valu le prix du Japan Geoscience Union en mars 2023. Qu'est-ce que ce prix représente pour toi? C'était une belle satisfaction. Ça te donne en évidence que quelqu'un écoute les choses que tu fais, qu'il y a une relevance de la science que tu fais. J'étais très content. On précise que ce prix est décerné aux chercheurs, de jeunes chercheurs qui ont réalisé des recherches d'un niveau exceptionnel dans le monde des géosciences et des sciences planétaires en utilisant de nouvelles approches et reconnues à l'international. Je pense ça c'est un caractère un peu de ma recherche. J'aime faire beaucoup de choses. Je me rappelle les doyens de la faculté d'avant, ils m'avaient dit tu fais trop de choses. Par contre, c'est la chose que j'aime faire. Et je pense que c'est en partie des choses que ça me caractérise comme scientifique. Je vais des exoplanètes, des études planétaires, gisement de cuivre, la fréquence largeur des éruptions. J'utilise du machine learning.
Ça me donne le plaisir, tu vois, de travailler parce que tu dois. Je continue à étudier maintenant depuis 40 ans presque. Et, et ça, c'est la partie très bonne de notre travail. Je peux décider moi-même dans quelle direction me plonger, comment impliquer des gens, collaborer. C'est pour ça que je parlais de polyvalence et qu'on ne peut pas justement te caractériser avec un mot. Les géoscientifiques sont vraiment amenés à intégrer beaucoup de domaines, que ce soit de la mathématique, la physique et de la chimie. Et toi, aujourd'hui, c'est l'arrivée, on va dire, de l'IA dans le domaine des géosciences. Et est-ce que tu as peur? Bon, aujourd'hui, on est encore au niveau très précaire de l'IA. Est-ce que tu as peur que dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans, l'IA soit en mesure de faire quelque chose que le géologue fait déjà? Non. Parce que, et ça c'est un message pour tous les gens qui sont intéressés à étudier, comme toi tu étudies les géosciences, je pense que vous êtes dans un bon endroit parce qu'il y a les compétences spécifiques que vous avez acquis, que tu as acquis pendant tes études, tu as vu faire un quart géologique, regarder, faire la reconnaissance des roches, les minéraux, comprendre dans les lamances qu'on fait pourquoi il y a certaines relations entre les minéraux, entre les grains, qu'est-ce qu'il nous dit. Ça, c'est un travail très complexe qui il implique pas seulement faire la connexion entre différents champs de recherche, mais aussi d'avoir de la créativité. Ça, c'est la partie que vous savez, le cerveau humain, il a cette capacité de générer de la nouvelle connaissance. L'IA, il est très bien, surtout à nous communiquer très rapidement des informations qui existent déjà. C'est un outil très important qu'il faut utiliser, mais avec caution, avec un peu de modération et surtout réfléchir sur les réponses qu'on obtient quand on utilise de l'IA. Bien sûr. Être critique sur ça. Surtout critique, Et après, ça devient très utile parce qu'il nous rend très rapide, plus rapide. Mais ça va, pour moi, ça ne va pas substituer toi, ta capacité d'aller sur le terrain, faire un quart géologique, mettre toutes les informations ensemble. Et pour cette partie, je ne suis pas préoccupé du tout. D'accord. Sur l'impact négatif dans ce sens de l'intelligence artificielle. Tu penses que la volcanologie a une place particulière dans la société aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Maintenant, moi, je les vois dans le point de vue des volcanologues, mais même chose s'applique à mes collègues qui sont spécialisés dans des autres champs de recherche. La volcanologie, aujourd'hui, on a clairement des applications à management de l'hazard. La gestion des risques. La gestion des risques, merci. Ça, c'est en partie, je te disais qu'il y a 1 milliard de personnes qui vivent proches des volcans actifs. Par contre, il y a beaucoup d'applications. Comme je te disais, les ressources, les métaux qu'on a besoin pour faire la transition énergétique, ils viennent des volcans. La chose qui est très importante, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé des affleurements qu'il y avait une expression de surface. Ça veut dire, si tu es un bon géologue qui travaille pour toi, tu l'envoies sur le terrain et te dit, écoute, ici, il y a un gisement de cuivre. Justement, à cause des indices qu'il y a à la surface. Exact. La combinaison de certains minéraux, certains types d'altérations. Maintenant, comme on avance et on a besoin d'augmenter la production de cuivre, pour faire un exemple, de 7 fois d'ici à 2050, les gisements à la surface, les grands ont été tous trouvés. Ça veut dire aujourd'hui, on doit descendre à presque 2 km de profondeur. Et là, sur la surface, on a très, très peu d'évidence. Et ça veut dire qu'on doit développer des modèles de formation de gisements. C'est pour ça que là, la volcanologie, ça devient important, parce qu'au lieu de regarder de l'altération ou la présence du cuivre même, on doit regarder la chimie des roches et il nous dit que la probabilité d'avoir un gisement là est très élevée. Alors, pour faire ça, encore une fois, l'IA, c'est important, mais ne va pas trouver la solution. Bien si sûr. je dois choisir, je vais choisir toi. Un géologue. Parce que tu vois un petit veine dans une roche et pour toi, il te parle. C'est l'indice vraiment défini. Ou en composition d'une roche, c'est encore plus remote la connexion. Voilà. Pour là, il faut vraiment et on a vraiment besoin
d'étudiants comme toi. Oui. Sam, il était très bien. Hein. Je voulais l'avoir en test, mais je ne suis pas arrivé. Mais c'est bon. D'avoir des étudiants qu'on peut former, parce qu'on a vraiment besoin, les boîtes aussi minières, mais beaucoup des bureaux de géologie ont besoin de vous Oui. pour travailler. Alors, les volcans ne sont pas présents partout dans le monde, c'est pour une raison. Mhm. Et la Terre, en quelque sorte, recycle le matériel rocheux pour produire à chaque fois une éruption qui amène à la production de cuivre Mhm. ou de ressources minérales. Donc, en continu, elle produit en continu des ressources. Et même si nous, alors la société actuelle aujourd'hui, elle exploite beaucoup, est-ce qu'en quelque sorte, dans, je sais pas, des milliards d'années, je ne sais pas combien de temps on va encore vivre sur Terre, est-ce qu'on peut imaginer d'autres gisements qui vont se former? Alors, les gisements, ils se forment de façon continue. Le problème, c'est que les taux d'utilisation qu'on a aujourd'hui, c'est trop Il est élevé. rapide. Ouais. On est au-delà des limites planétaires, si Ouais. tu veux. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas un problème d'abondance. Si tu regardes j'ai parlé de cuivre, Ouais. on a suffisamment de cuivre. Ouais. C'est pas ça le problème. La chose importante, par contre, c'est de réfléchir sur la différence, par exemple, entre les combustibles fossiles et les ressources minières. Minière, ouais. Alors, quand on brûle du pétrole ou du charbon, par exemple, on l'utilise pour produire de l'énergie, mais on injecte de la CO2 direct dans l'atmosphère. Ah. Quand on sort les ressources des métaux comme le cuivre, Oui. on sort et aussi on produit de la CO2 pour sortir ces métaux. Oui. Mais moi, je les vois comme un investissement. Oui. Parce qu'une fois que tu as réalisé l'infrastructure pour faire des énergies renouvelables, la quantité de mining qu'on a besoin, elle va diminuer de façon énorme. Alors, ça, c'est notre target dans les prochains 5 ans, 100 ans. Oui. C'est vraiment de faire un investissement en essayant d'être le plus soutenable possible, Oui. de respecter l'environnement qu'on La a. durabilité. Oui. Et dans ce sens, on va rentrer, l'espoir c'est ça, rentrer dans les limites planétaires d'utilisation des ressources. Oui. Il faut faire, tout le monde il doit faire attention, on doit réfléchir chaque fois qu'on regarde notre téléphone. Oui. Il y a des dizaines d'éléments dans les téléphones qui sont sortis des roches. Oui, oui. Tout vient du sol, on va dire, de la roche. Alors, on peut tout jouer un rôle avec un peu de sobriété. Oui. Peut-être pas changer le téléphone chaque 6 mois, c'est oui. utile. En plus, on ne peut pas les recycler encore. On n'a Oui. pas la technologie On pour peut recycler les on téléphones. peut pas tout recycler exactement. Et là, on est toujours sur le sujet de la transition énergétique. Si on revient un peu vers les volcans ou les magmas, dans les pays comme l'Islande ou le Japon, il y a assez de volcans ou de magmas proches de la surface. Ils utilisent cette énergie pour faire de la géothermie. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est fondamental. Oui. À Genève, par exemple, on n'a pas de volcans, les températures sont plus basses. Par contre, Genève, c'est un des cantons au niveau suisse qui travaille beaucoup sur la géothermie. Oui. C'est fondamental. Dans ces cas, on ne parle pas de géothermie à l'islandais, d'haute enthalpie où on peut produire de l'électricité. Oui. On parle de stockage de chaleur. Ça, c'est très important. 45% de la CO2 à niveau global est produite pour chauffer les maisons. Alors, si ici, avec la géothermie sur le canton de Genève, oui. on arrive à enlever ça, on enlève une grande partie de la CO2 qu'on produit pour vivre dans notre société. Oui. Alors, l'Islande, clairement, comme le Japon, sont des configurations parfaites. L'Italie aussi. Hein. L'Arderello, c'était la première centrale géothermique dans le monde. Exactement. En 1906, ils ont allumé la première... les ampoules. les premières ampoules. Les premières ampoules. Et on peut faire beaucoup plus. Je pense qu'il y a aussi un niveau politique, maintenant ça commence à avancer, l'importance de la géothermie. Oui. Dans ces cas, les volcans sont importants parce que les magmas, ils nous amènent les chaleurs très proches de la surface. Exactement. Mais justement, ça c'est à la fois bien, mais il y a le revers du décor où on se dit, plus on est proche du magma et plus il y a peut-être le risque d'éruption. Alors, comment est-ce que les populations, toi qui as déjà été plusieurs fois sur le terrain, comment est-ce que les populations, quand ils sentent qu'il y a une éruption qui arrive, quelle est la sensation si tu te mets à leur place? Est-ce que c'est frissonnant? Ils ont peur? Alors, la première chose, il y a la géothermie, Oui. mais il y a aussi la fertilité des sols. Oui. C'est pour ça que les gens ils se rapprochent des volcans. Oui.
Honnêtement, tout le monde, n'importe dans quel pays on était, tu discutes avec les gens, ils vont pas partir. Mais essaye de te mettre dans leur position. Oui, à Tu leur as passé place, toute ta ouais. vie là, Oui, ton travail est là, ta maison est là. oui, Bouger, c'est difficile. oui, Et en plus, il faut être un peu logique. Oui, quelque chose peut passer, mais l'important, c'est de réfléchir sur la probabilité que quelque chose passe. oui, Si on regarde ces probabilités, c'est beaucoup plus probable, malheureusement, qu'on prend notre voiture, on fait un accident et on meurt, par rapport à avoir une éruption qui nous tue. Et moi, je vois les gens, ils sont vraiment plutôt calmes. Ils sont logiques sur leur réflexion. Ils disent oui, mais si je pars, je fais quoi? oui. Ils ont déjà cette mentalité Oui, et en bien plus, ancrée. sont surtout, au moins en Europe, on fait vraiment de notre mieux pour gérer des conditions compliquées, hein, comme aujourd'hui à Naples, c'est compliqué. Oui. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est un volcan actif. Il va faire une éruption un jour, on ne sait pas quand. Oui, Maintenant, c'est très actif. L'espoir, c'est qu'on est suffisamment préparé pour conseiller la population, mais ça pourrait être qu'on fait une évacuation et ça ne passe rien. oui, exact. Et là, il faut que les gens ils comprennent que comme on travaille avec la nature, c'est acceptable que nous, on peut faire, sans non plus des erreurs. Oui. C'est simplement un côté aléatoire de ces processus. C'est comme ça, on peut rien changer. Mais est-ce que parfois, quand vous allez sur le terrain, les populations à qui vous vous adressez ne sont pas frustrées et rejettent un peu du mépris par rapport à vous parce que vous n'arrivez pas justement à leur dire à quel moment le volcan va Oui, se non, mettre en... clairement, il y Ouais. a. Et c'est pour ça que moi, j'aime faire l'outreach, Oui. l'éducation, on va dans Oui. les écoles, Oui. parce que si on commence à éduquer les enfants sur les choses qu'on peut faire et les choses qu'on ne peut pas faire, Oui. tu vois, c'est très différent. Si tu as construit un bâtiment Mhm. et le bâtiment il s'effondre, Oui. clairement, tu as raté quelque chose. Oui. Parce que tu as tous les outils pour faire les calculs bien, on a le matériel pour les faire bien. Exactement. Dans notre cas, la nature, il est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Les sismes sont encore pires. Oui. Quand il y a un sisme, là, c'est clairement imprédictable. Au moins, nous, on voit les tremblements de terre qui montent, du gaz, des compositions de gaz qui changent. Oui. Par contre, il y a une limite. Comme je te disais avant, tu peux faire un grand gisement Oui. où le magma ne sort pas, ou tu fais une éruption. Oui. Et la différence en paramètres est très petite. Alors, il faut les communiquer bien, comme ça que les gens, ils écoutent. Oui. Sinon, on dit, il faut partir, Oui. il faut partir. Donc, ça, c'est la chose qu'on peut faire. Et donc, quand tu arrives sur le terrain, tu es déjà arrivé sur le terrain où l'éruption se passait en direct? Oui, la palme. Ouais. Et quand tu arrives sur le terrain, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, dans ces cas, par exemple, la première chose qui est très importante dans ces situations, c'est pas qu'on part et on va voir une éruption. Ouais. On est normalement invité par les Geological Survey de l'endroit, La communauté la scientifique. communauté scientifique responsable en charge del monitorage de l'éruption. Ouais. Ça, c'était le cas. Il y avait une éruption en cours. Et clairement, quand il y a une éruption, des couches de lave, par exemple, ils recouvrent des autres couches de lave. Ouais. Ça veut dire qu'on doit être vite à échantillonner comme ça qu'on a tout l'historique de l'éruption. Ouais. Alors là, ils nous ont appelés, ils ont dit si vous avez le temps, si vous pouvez, ça serait utile d'avoir de l'aide. Et nous, clairement, on est parti parce que en plus, c'est hyper intéressant. Ouais. On est parti, on a fait de l'échantillonnage, on collabore encore avec les autorités de l'île Canaries. Vous échantillonnez le magma. Oui, on a échantillonné du magma aussi chaud, on l'a mis dans l'eau pour le refroidir vite, on a fait tout ça. Et après, on a amené les échantillons. Et dans ces cas-là, par exemple, notre fonction, c'était d'essayer de comprendre quand l'éruption est terminée. Justement, ça, c'est une question que j'allais te poser. C'est très difficile. Ouais. Par contre, aujourd'hui, on a eu plusieurs publications qui sont sorties qui montrent qu'il y avait des évidences. À ce moment-là, on n'est pas arrivé. Oui. Nos collègues qui faisaient la géochimie des gaz, ils se sont rendus compte depuis 2-3 semaines avant de la fin de l'éruption que l'éruption est terminée. Oui.
Et il se peut demander pourquoi ça c'est important. Ça, c'était un cas très important parce que l'éruption, il a détruit presque 3000 maisons. Ah oui. Et il y avait des coulées de lave qui coulaient au milieu des villages. Oui. Alors, savoir quand l'éruption est terminée, c'était très important pour déterminer les régions à évacuer ou pas évacuer, s'il y avait la possibilité ou pas des maisons d'être détruites. Oui. Et aujourd'hui, on pourrait faire ça. Et des fois, on dit que c'est plus difficile de prévoir la fin d'une éruption que le début. Parce que le début, on commence de rien Oui. et on voit des paramètres qui changent. Oui. Quand il y a une éruption, les paramètres sont tout en haut. Oui. Et tu dois chercher l'évidence que quelque chose il est en train de diminuer, que c'est pas forcément super évident. Est-ce qu'on n'a pas encore de moyens de déterminer le volume de magma qu'il y a dans le volcan? Comme ça, on peut, par des calculs, déterminer quand est-ce que l'éruption pourrait se terminer. Alors, on a des instruments pour faire ça, la géophysique, que Oui. tu aimes bien. Oui. La géophysique, par exemple, on a des autres méthodes en direct qu'on a développées ici aussi. Le problème, c'est que quand l'éruption est termine, ça ne veut pas dire que le magma a terminé. Ouais. Alors, normalement, on sait que ça reste toujours beaucoup de magma derrière. Mhm. Et la taille des éruptions, des fois, est proportionnelle à la quantité de magma stocké en profondeur. Des fois, ce n'est pas le cas. Oui. Alors, ça rend très difficile d'évaluer si maintenant on a tout érupté. Oui. Et souvent, comme à La Palma, avant, on ne savait pas combien de magma il avait. Mhm. Après, pendant l'éruption, avec la tomographie sismique, par Oui. exemple, ils sont arrivés à déterminer la taille du réservoir où le magma était stocké. Oui. Mais avant, on n'avait pas cette information et le magma n'est pas tout sorti. Ouais. Voilà, c'est difficile. Et du coup, quand on parlait justement de l'éruption, vous échantillonnez le magma encore chaud et vous refroidissez le magma. Alors, quand il sort à la surface, on l'appelle lave. Ce n'est plus Oui. Alors, c'est magma dedans ouais, et la lave à l'extérieur. Yes. Donc, très bien. qu'est-ce que vous Bravo. étudiez Qu'est-ce que vous étudiez dans la roche qui refroidit? C'est les minéraux. Ouais. Quel genre de minéraux vous étudiez dans ces... On a quelque chose, mais peut-être vous pouvez voir dans cette roche, par exemple, dedans, il y a des taches blanchâtres. Ouais. Ça sont des minéraux. Oui. Dans le cas de La Palma, on étudiait un minéraux qui s'appelle clinopyroxène. Oui. Et on étudiait cet minéraux parce que sa composition chimique, il change en fonction de la température du magma dans les réservoirs en profondeur, la pression à laquelle le réservoir il se trouve, ou la profondeur, combien de roches il y a sur la chambre magmatique. Oui. Et là, en regardant, après, on a fait des études, on peut voir, par exemple, comme le magma montait d'une certaine profondeur. Après, avec l'évolution de l'éruption, on voit que le magma, ces cristaux, il avait cristallisé à des profondeurs plus et plus bas, avec un magma qui était plus et plus froid, qui nous indique que l'éruption était en train de terminer. Et on voit ce changement peut-être 1 ou 2 mois avant la fin de l'éruption. Alors, à ce moment-là, si on avait cette information, et aujourd'hui, on a des protocoles en place, pendant l'éruption, on arrive à faire des analyses dans 1-2 jours pour déterminer ça, on aurait était au courant que l'éruption était plutôt dans phase de descendant, d'intensité. Et ça aurait été une information fondamentale pour les gens aussi, qu'ils n'avaient aucune idée de quand ils pouvaient rentrer à la maison, s'ils pouvaient rentrer à la maison. Imaginez les drames des gens qui ont perdu tout pendant cet événement. C'est assez triste et ça donne des frissons. Oui, je te disais avant, quand j'étais sur le terrain, j'avais un entretien avec la radio et j'étais au milieu dans cette atmosphère. Tu sais, tu es au téléphone, tu la cendre volcanique, elle te tombe, j'étais tout noir. J'ai regardé ces coulées de lave qui passaient au milieu de mes sons. Je savais presque pas quoi dire, tu vois. C'est ça. C'est à la fois impressionnant et très triste. Par contre, il faut... Au moins, j'espère que quelque chose on a fait pour aider, on a donné notre contribution. Mais qu'est-ce que tu estimes qu'il reste encore à faire dans le domaine de la volcanologie?
Il y a beaucoup. Pour moi, c'est un moment très excitant. Surtout, par exemple, tu parlais de l'Islande. L'Islande, les volcans, c'est pas seulement la production d'énergie géothermale, mais on Oui, parle aujourd'hui de stockage de la CO2. Il y a oui, des projets où les fluides géothermales réagissent avec les basaltes oui, en Islande oui. pour produire la calcite, un minéraux Mhm. qui contient la CO2, pour Oui, faire le stockage de la CO2. oui. Alors, il y a beaucoup d'applications. Je te disais, on a soumis un projet sur l'utilisation des matériels volcaniques pour la fertilisation des sols Mhm. en utilisant un matériel naturel. Et cette fertilisation aussi fait le stockage de la CO2, que c'est très important si on veut diminuer la CO2 qu'on a aujourd'hui dans Atmosphérique, oui. l'atmosphère. Euh, il y a ce type d'application. Et après, la deuxième branche très large, j'avais une discussion avec un étudiant de master avant en astronomie, Oui, c'est la volcanologie planétaire. oui, Et maintenant, on parle des exoplanètes. oui. On a un projet avec un collègue du musée euh, aujourd'hui où j'ai deux postdocs et un doctorant qui travaillent sur ça, sur l'étude de l'évolution du dégazage magmatique pendant l'histoire de la Terre. Oui. Parce que les dégazages magmatiques dépendent des situations géodynamiques d'une planète Mhm. et le dégazage magmatique, il fait changer la composition de l'atmosphère. Ouais. Alors imaginez aujourd'hui, on connaît 5800 ou plus maintenant exoplanètes. Oui. On peut observer leur atmosphère et notre rêve, c'est de la composition de l'atmosphère d'une Exactement. exoplanète, Ouais. dire que c'est la géologie. Ouais. Pourquoi c'est important? Si une planète a la tectonique à plaques comme on a, Mhm. il y a beaucoup plus de possibilités d'avoir la vie par rapport à une planète morte à niveau tectonique comme Oui. Mars, par Oui. exemple. Où il n'y a pas d'activité Et, comme sur Terre, ouais, volcanologie. parce que tu parlais, par exemple, du recyclage des éléments. Oui. Une chose fondamentale qui permet à la Terre d'avoir la vie, Oui. De vivre. de Oui. vivre, Oui. c'est, par exemple, le volcan, il produit de la CO2. Oui. Un centième, plus ou moins, de la CO2 qu'on produit comme société. Mhm. C'est très peu. Mhm. Ce n'est pas la faute des volcans. Okay? Il produit la CO2, l'injecte dans l'atmosphère. Oui. S'il n'y aurait pas un processus qui enlève la CO2 de l'atmosphère, nous, on serait dans les conditions de Vénus, avec Mhm. 400 degrés à la surface de la planète. Oui. Par contre, avec la tectonique à plaques, à partir de cette CO2 stockée dans les minéraux, réinjectée dans l'intérieur de la planète, Oui. ça reste là beaucoup de temps. Mhm. Et ça nous permet d'avoir des variations de température sur la planète qui sont plus ou moins acceptables pour la vie. Oui. Alors, l'équation entre les volcans, l'influence de l'atmosphère, l'importance de la tectonique à plaques pour la vie, ça veut dire qu'en étudiant les volcans aujourd'hui, on peut étudier les exoplanètes Les pour exoplanètes. comprendre s'il y a la vie dans l'univers ou pas. Que je Sait-on trouve aujourd'hui, fantastique. oui, c'est fantastique, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui si il y a des volcans, ou il y a eu des volcans sur d'autres planètes de notre système? Oui, Mars, Mhm. c'est l'exemple classique. On Oui. a Mons Olympus, Oui. qui fait la taille de la France, Mhm. 35 km d'auteur. Oui. Ça, c'est un volcan très large. Io, un des satellites de Jupiter. Oui. Beaucoup de volcanisme. Alors, on a des volcanismes dans les systèmes solaires. On s'attend, il n'y a aucune raison pour laquelle sur des autres exoplanètes, il n'y a pas. Oui. Et il y a des choses. Moi, j'aime travailler avec les astronomes sur les exoplanètes parce qu'il y a des exoplanètes incroyables. Il y a. Juste pour préciser, les exoplanètes, c'est les Ah, planètes qui sont en dehors de notre système solaire. exact. Oui. Et là, il y avait cette exoplanète où la moitié de la planète est fondue, l'autre planète est gelée, l'autre côté est gelé. Et au milieu, apparemment, il y a une pluie de fer liquide, imagine. Ça, c'était une publication d'un collègue en astronomie, David Herreray, Ah oui. sur Nature Astronomy, je pense. Ouais. Un sujet aussi qu'on a abordé quand j'étais encore sur les bancs, c'est l'existence potentielle de la vie sur les exoplanètes. Alors, pas la vie comme nous on l'entend, mais à la manière des exoplanètes, soit par des signatures biologiques. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des évidences qui existent sur la présence de la vie sur des exoplanètes? Alors, pour le moment, non. Mhm.
On cherche les biosignatures, ça c'est un des branches de recherche de notre Centre pour la vie dans l'univers. On travaille pour comprendre comment avancer sur la question de la vie dans l'univers. Oui. Voilà. Pour le moment, on n'a pas de réponse. Par contre, on commence à faire des observations qui montrent qu'on a de la matière organique, les blocs des bases sur lesquels la vie va se développer, qu'on Oui. les retrouve dans des astéroïdes. Est-ce que tu aurais aimé savoir quelque chose ou qu'on te donne des indications avant que tu ne commences ta carrière de volcanologue? Ça, je pense, en général, non. Mhm. La chose importante, c'est qu'on apprend à apprendre. Mhm. Et ça, c'est la partie fondamentale. La chose qui ma suggestion pour les jeunes qui veulent venir à l'université, comprenez que vous devez apprendre comme apprendre tout seul. Oui. Et aujourd'hui, je pense dans vos générations, c'est parfait pour faire ça. Je pense que vous avez les outils pour le faire. Exact. Oui. Et, Oui. et là, si tu es en formation géologue ou chimiste, c'est pas trop important. L'important, c'est que tu aies appris comme apprendre. Oui. Mais toi, si c'était à refaire, c'est-à-dire toute cette carrière, est-ce que tu referais la même chose? Oui, oui. Je changerais rien. Mais je vois que probablement si j'essaye de répéter ma vie, ça va pas passer comme ça. Parce Ouais. qu'il y a eu beaucoup de moments où il y a des petites choses qui changent. Ouais. Où ta situation à niveau mental change et tu prends une autre direction. Ouais. Et moi, il faut jamais revenir à l'arrière. C'est marché comme ça Ouais. parce que c'était la meilleure solution. Est-ce que tu as eu des hésitations, je ne sais pas, à chaque fois quand tu rencontrais des difficultés peut-être personnelles ou des blocages? Non, j'ai eu des moments, clairement, quand je suis parti de l'Italie, par exemple, Oui. j'avais ma copine était en Italie. Là, c'est pas sympa. Tu te sépares pour une période. Après, on a décidé qu'on est parti pour des directions différentes. Oui. Clairement, ça, c'est difficile, mais je pense qu'il faut maintenir l'idée de l'importance de faire une chose que tu veux faire. Oui. Ta passion. Que tu aimes faire. Oui. Oui. Et surtout si tu as mis toutes les cartes sur la table Oui. et après tu prends une autre direction. C'est bon. Oui. À ce moment-là, ça c'était la décision correcte. Il faut jamais revenir à l'arrière. Revenez jamais à l'arrière. La vie est belle comme ça. D'accord. Mais est-ce que tu fais partie de ce genre de personnes ou de ces couples où on a le monsieur qui est géologue et la dame aussi qui est géologue, où le soir, on parle géologie à table? Non, on parle jamais de géologie. Par contre, c'est intéressant, on se connaît depuis 20 ans avec ma femme. Oui. Et l'année passée, on était en sabbatique, on a fait le tour du monde, travaillé dans des autres universités. Oui. Et c'est la première fois on a mis un projet ensemble. Ah oui. Alors, les projets que je te disais sur l'agriculture et la volcanologie, on vient de les soumettre et ma femme est dedans. Alors, non, le soir, on discute plutôt des autres choses. On a les gamins, on a des choses à faire. Elle me donne des critiques très directes. Elle n'a pas peur de me dire des choses. Je discute des idées. Elle me dit, peut-être ici, c'est un peu trop flou, essaye d'améliorer ça. Là, c'est très subtil, mais c'est pas souvent. Est-ce que tu es un père qui aimerait que ses enfants fassent de la géologie? Non, mais moi j'aime que mes enfants ils font la chose qui est leur passion. Si c'est la science, la littérature, l'art, c'est pas important. Par contre, je leur amène des roches. Je leur montre les choses. Maintenant, ils commencent à se passionner avec les volcans. En plus, je leur écris des petits bouquins. J'ai fait des petites aventures quand on part j'ai une aventure sur la Palme par exemple. J'ai écrit avec des photos, j'ai expliqué, j'invente des histoires sur la géologie et ça, ils sont bien appréciés. On continue à les lire ensemble en italien, clairement. Les sciences de la Terre, c'est pas une science exacte. Ou est-ce que tu as déjà entendu un très gros mensonge, quelque chose d'inexact par un de tes confrères, sans citer le nom, bien sûr? Non, pas forcément. On l'appelle pas en science exacte. C'est pas qu'on fait des mauvais calculs. On fait les bons calculs. Le problème, c'est qu'appliquer des modèles physiques, par exemple, en nature, c'est très compliqué.
Et des fois, par exemple, aussi, on lit des articles où on n'est pas forcément d'accord sur les modèles. Mais ça, je ne les trouve pas trop importants. Oui. L'important, c'est que les données sont acquises de la bonne façon, sont de haute qualité. La création du modèle est faite sur des bases logiques. Après, si on n'est pas d'accord, ça c'est normal. C'est tellement compliqué que c'est pas facile qu'on voit exactement la même chose. C'est pas comme la mathématique, par exemple. En mathématique, les choses sont justes ou fausses. 1 plus 1 égale à 2, quoi. Basta. Et je me rappelle aussi de cette phrase du premier jour où tu nous as donné ton cours de volcanologie, où tu nous as dit que tous les modèles sont faux. Oui, c'est vrai. Je suis convaincu de ça. Les modèles c'est pas ma phrase, c'est une sorte de oui. Mais c'est vrai que les modèles sont fausses, pas encore parce que les scientifiques qui font les modèles sont pas bons. C'est simplement que ce sont des approximations de la nature qui est trop complexe pour décrire. Par contre, il nous faut des modèles pour comprendre quels sont les paramètres les plus importants. Et est-ce que tu as un volcan préféré? Parce que j'ai eu des discussions avec des collègues géologues et des volcanologues. À chaque fois, ils disaient « Ah, mais moi, mon volcan préféré, c'est celui-là, celui-là. » Toi, tu en as un qui est ton volcan préféré. Ça dépend. Si je dois faire des vacances, Stromboli, je dirais. À niveau de travail, maintenant, on travaille beaucoup au Champfleury. Je l'aime bien parce que déjà, tu ne le vois pas. C'est un caldeira. Tu vois beaucoup de maisons. C'est un peu préoccupant. Mais, et c'est compliqué. Très compliqué. Alors, à niveau c'est un volcan très introverse. C'est difficile de leur sortir des informations, de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire. Il ne parle pas beaucoup. Et il est très dangereux en plus. Mais oui. Non, au niveau scientifique, je pense que les challenges les plus grands de ma carrière, c'est les Champfleury. Et est-ce que dans ton travail, parce que la géologie amène à beaucoup voyager, est-ce qu'il y a une destination où tu te disais « Ah, je ne pense pas qu'un jour je vais aller à cette destination ». Est-ce que la géologie t'a amené à cette destination? Alors, il y a eu quelqu'un, j'étais en Colombie plusieurs années à enseigner. La Colombie, je l'ai super aimé. Je n'avais pas réfléchi directement d'aller en Colombie, mais c'était fantastique. Et l'endroit, je pense, le plus remote que je me suis trouvé, c'est un volcan qui s'appelle Uturuncu. C'est tout au sud de la Bolivie. Les limites entre Chili, Bolivie, Argentine. C'était incroyable. Il y avait un petit village avec plein de gamins qui jouaient au foot à 4500 mètres. Le volcan, il fait 6000 mètres. Wow. Alors, ils jouaient au foot. Moi, j'essayais, j'ai duré 10 secondes. Et tous les gamins ils se sont mis à rire. Le cardio. J'y arrivais plus. Et là, c'était fantastique parce que je me rappelle, le prochain village, il est à 350 km. La soir, à 11 heures, il arrête le générateur. Il n'y a aucune lumière. Et regardez le ciel. La vie lactée. La voie lactée. Le voie lactée. C'était incroyable. Magnifique avec les volcans là. Est-ce que ça t'a aussi permis de faire des rencontres, justement? Là, on a habité pendant 4 semaines avec une petite famille. Et là-bas, Qu'est-ce qu'on ressent émotionnellement? C'est fantastique. Ça, c'est la partie que j'aime plus. Tu vois, quand on voyage, que tu fais le terrain, c'est très différent par rapport au tourisme. Non, ça, c'est la partie que j'aime beaucoup. C'est que quand on travaille, qu'on va sur le terrain, c'est la connexion que tu fais avec les locaux. Ça, c'est une autre partie extraordinaire de notre travail, je pense. Est-ce que pour toi, c'est important que les jeunes fassent de la volcanologie spécifiquement ou vraiment apprennent à être multidisciplinaires pour pouvoir répondre aux défis aujourd'hui de notre société? C'est une très belle question. Oui, la réponse c'est il faut être multidisciplinaire. Il faut faire, c'est pas important la volcanologie ou pas, mais moi je trouve que être géologue aujourd'hui c'est très bien parce qu'on a plusieurs défis de notre société auxquels on peut répondre. Et il nous faut des géologues vraiment pour nous aider, pour combattre les changements climatiques, stockage CO2,
les matériaux pour la transition énergétique, pour Les minéraux produire de critiques. l'énergie, la géothermie. Hein. Ouais. Et comme tu dis, il faut être multidisciplinaire. C'est pour ça que quand on a fait la réforme du master, maintenant on a le master de l'école lémanique des sciences de la Terre. Entre l'Université de Genève et l'Université de Lausanne. Dans ce programme, la philosophie était exactement ça. Oui. On a augmenté la quantité de cours partagés. On travaille sur les grands défis de la société. C'est un cours que tout le monde doit prendre, indépendamment de leur spécialisation. Oui. On a discuté aussi une année de l'origine de la vie. Et là, tu as parfaitement raison. Le marché du travail est tellement complexe qu'on doit générer des gens qui ont un grand rayonnement. Ça va augmenter vos chances de trouver un travail parce que vous êtes capable de résoudre des problèmes en utilisant vos connaissances de la géologie. Ce n'est pas important exactement les problèmes. Alors après, vous pouvez faire la volcanologie, la géophysique. Ça, c'est à vous. Vous devez utiliser la passion. Mais les fondamentaux de la géologie que vous allez apprendre n'importe dans quelle direction, c'est ça qui va vous donner un travail. Quels sont les pièges à éviter? Moi, je vois l'hyperspécialisation, c'est dangereux dans le sens, à un certain moment de notre carrière, on devient des spécialistes. Mais au début, c'est difficile. Et c'est à vous de développer cette spécialisation pendant votre carrière. Et ça va dépendre aussi des parcours professionnels. Ce n'est pas que vous pouvez tout contrôler. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement, surtout à cette génération, encore une fois, qui aujourd'hui, en 2026, tu le disais au départ, a tous les outils pour apprendre? Quelles compétences spécifiques, quelles compétences avec un S, plusieurs, spécifiques, devrait-il vraiment développer pour que demain, on soit en mesure de dire « Ah, là, il y a un gisement de cuivre, il faut stocker du CO2 parce que le sol le permet, parce que le sous-sol le permet. » Quelles compétences, dès le départ, il faut être vraiment prêt à apprendre? Alors, pour être géologue, pour moi, c'est fondamental que vous savez comme sortir, reconnaître les roches, sont quoi, sont faites de quoi, quels sont les minéraux qu'il y a dedans, la reconnaissance des roches, faire des cartes géologiques, ça c'est fondamental. On est les seules personnes qui sait mettre les choses dans le contexte. Quand tu regardes un affleurement, quelles sont les relations entre les différentes unités, c'est qui est venu avant et après, parce que comme ça, on commence à projeter dans le temps l'évolution temporelle d'un certain endroit. Ça sont les choses fondamentales. Et après, être ouvert à apprendre tout le temps. Alors là, tu peux apprendre un outil de géophysique extraordinaire parce qu'il te permet de compléter tes informations avec quelque chose. Ou la géochimie, ou la minéralogie. C'est tout important. Par contre, c'est clair, quand vous êtes étudiant, vous apprenez toute la palette et après, c'est clair que vous vous spécialisez dans certaines directions. Parce que tu ne peux pas être spécialiste de tout, sinon c'est bien, mais c'est rare. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu recrutes des doctorants ou des post-docs, tu attends quelque chose de particulier d'eux, qu'ils soient motivés? La motivation. Alors, clairement, il faut une préparation de base, ça dépend des projets, les choses qu'on a. Mais pour moi, le caractère fondamental, c'est la motivation. Si quelqu'un est motivé, vous pouvez tout faire. Il n'y a aucune limite. Si tu es en préparation de base sur quelque chose et tu veux vraiment résoudre un problème, j'ai aucun doute. Ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est très difficile à évaluer. C'est un problème de passion. Si tu es passionné pour un problème, pour moi, tu es le bon étudiant. Alors, et on arrive tout doucement à la fin. Quel message tu aurais à la fois pour les géoscientifiques et on va dire les curieux des sciences de la Terre qui nous écoutent justement à We Rock? Si vous savez pas encore faire l'université et vous avez l'idée que peut-être vous voulez essayer la géologie, il faut essayer. Si vous aimez la nature, sortir et regarder vraiment les montagnes avec des yeux différents, tout ça comme ça. Elle est partout, la géologie. C'est partout. Quand tu regardes un truc, tu commences à voir dans les roches, tu vois des vidéos de qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je les trouve extraordinaires. Si vous aimez des choses comme ça, la géologie, c'est pour vous. Et en plus, encore une fois, c'est un moment historique très important, je pense, pour les sciences de la Terre, parce que
vraiment on peut contribuer de façon significative à résoudre des problèmes de la société. Ça veut dire que vous pouvez trouver votre travail et faire une chose qui est meaningful, tu vois, Qui a du sens. qui a du sens à faire, tu veux t'engager pour résoudre un problème. Ouais. C'est pas qu'on mette en évidence un problème, on essaie de le résoudre. Ouais. Ça, c'est clairement vrai aussi pour les sciences de l'environnement. Oui. Dans notre section. Si je recommence, je réétudie la géologie, c'est évident. Et là, ma dernière question, c'est la question signature de We Rock. Quel est le minéral qui te ressemble le plus? Ah, alors, moi, je suis pas... Je suis plutôt passionné par les roches. Les roches, hein, d'accord. Un andésite. Andésite. Roche. Ok. Les minéraux... Un zircon ou... je sais pas, je pense. Les zircons sont aussi très bons. Ben, alors, je vais choisir les clinopyroxènes. Pourquoi? Parce qu'il contient beaucoup d'informations. Tu vois, c'est pas une question d'esthétique, c'est pas forcément le plus beau, mais beaucoup d'informations qui sortent de ces minéraux. Merci beaucoup, Luca Caricchi. Merci à toi.